Le Togo a mis un point d'honneur sur les questions de développement à la base. Plusieurs actions ont été menées en ce sens jusqu'à la survenance de la pandémie à coronavirus. Quel est l'impact de cette pandémie sur les actions qui sont menées dans ce sens-là? Est-ce que ces actions ont-elles été finalement paralysées par la survenance de la pandémie? On va en parler avec la directrice générale de l'ANADEB, Madame Mazalo Kadanga. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être notre invité. C'est moi qui vous remercie. Entrons dans le vif du sujet, Mazalo Kadanga. Est-ce que la survenance de la pandémie, est-ce qu'on peut dire que sur les actions que vous menez dans le sens du développement à la base, est-ce qu'il y a eu un coup d'arrêt? Merci beaucoup. Comme le développement à la base est un secteur de la vie du Togo, alors, et comme tout le Togo a été impacté par la pandémie, je dirais dans un premier temps oui. La pandémie à coronavirus a donné un coup de frein à un moment donné dans la mise en œuvre des actions que nous avons parce que certaines de nos actions se réalisaient avec des groupes. Oui. Le développement là-bas, c'est avec l'homme. C'est avec les hommes, les femmes des quartiers. C'est les hommes, les femmes des villages avec qui nous travaillons. Et donc, pour ces actions qui nécessitaient des regroupements, on peut dire oui. Pendant un moment, on a dû marquer un arrêt pour mieux réfléchir avec les spécialistes de la question et trouver les meilleures stratégies pour poursuivre le travail. Pour un moment, oui. Mais aujourd'hui, comme nous sommes tous appelés à vivre avec la pandémie, avec le virus, on connaît ce que ce virus n'aime pas. Et donc, on prend les dispositions pour continuer le travail parce que la vie ne s'arrête pas tant que nous sommes encore vivants. On dirait quand la route est encore devant vous, vous devez marcher, donc vos bras doivent balancer. Et donc, nous continuons la marche en, bien sûr, prenant toutes les dispositions pour nous mettre très loin de cette pandémie et également mettre nos interlocuteurs, interlocutrices aussi à l'abri de la pandémie. Donc, aucune action de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, ne doit être occasion de propagation du coronavirus. Non. Mais est-ce que les actions de l'agence se sont poursuivies? C'est vrai, vous avez dit qu'il y a eu ce coup d'arrêt et puis il y a eu la reprise. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est avec la même intensité que vous êtes présent, même si physiquement vous prenez les dispositions, est-ce que vous êtes présent avec la même intensité? Oui, parce que nous ne pouvons pas faire du télétravail. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas, on ne peut pas donner à manger, si je prends le cas des cantines, si on ne peut pas faire la supervision de la reprise ou bien de la fourniture des repas aux enfants en vidéoconférence. Ce n'est pas possible. Vous êtes obligé d'y aller. Et donc, c'est pour ça, moi, je dis, au sein de l'équipe, la chose la plus importante pour réussir notre mission, c'est vraiment le respect des mesures barrières. Parce que nos actions nécessitent un déplacement vers l'autre. C'est vrai que nous réduisons les effectifs, mais quoi qu'on dise, nous rencontrons des groupes. Et donc pour cela, le respect des mesures barrières est de rigueur parce que personne ne veut tomber malade. Personne ne veut tomber malade. On veut être encore... On veut être toujours utile à nos frères et sœurs et donc on ne voudrait pas nous-mêmes être paralysés parce que nous nous sommes infectés ou bien apprendre que les villages ou les quartiers dans lesquels ou les groupes avec lesquels nous travaillons sont infectés. Non. Et donc c'est vraiment de rigueur. Mais le rythme de travail, je vous dis, n'a pas changé. Le rythme de travail n'a pas changé. Si vous devez aller sur le terrain, vous y allez. Sinon, comment vous faites? Comment vous faites? Si vous devez suivre les transferts monétaires, comment vous faites? Vous ne pouvez pas vous asseoir au bureau et puis téléphoner. Vous téléphonez, est-ce que vous savez celui sur qui vous tombez? Oui. Vous êtes obligé d'aller. Et donc, en y allant, pour réussir votre mission, il n'y a rien à faire. Un seul slogan, respect des mesures barrières.
Mais alors là, que ce soit dans le contexte de la pandémie ou hors pandémie, c'est vrai que vos actions, je l'ai dit tantôt, ça impacte énormément des milliers de Togolais. Mais est-ce que pendant la pandémie, les personnes touchées, est-ce qu'il n'y a pas eu justement un impact là? Est-ce que le nombre est resté le même? Est-ce que c'est allé croissant? Parce que je sais que l'objectif, c'est de toucher davantage de personnes. Est-ce que c'est allé croissant ou bien il y a eu un coup de frein là également? Oui, en termes de cible ou de nombre de personnes touchées par nos interventions, nous dirons que ce nombre a baissé. D'accord. Nous dirons que ce nombre a baissé. Il n'y a rien à faire. Si vous devriez former 500 personnes, vous ne pouvez plus remplir la coche. Vous ne pouvez plus cocher cette case-là pour dire oui, vous avez formé les 500 personnes. Vous pouvez dire vous avez fait le nombre de formations que vous devriez faire, qui était prévu. Mais quant au nombre qui doit être atteint par votre intervention, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Voilà pourquoi, pour pallier à ça, nous restons dans nos prévisions. Mais pour atteindre ces 500 personnes, si je prends cet exemple, par exemple, on se dit, quand on donne les transferts monétaires, les 15 000 francs par trimestre, ce n'est pas seulement l'argent que nous donnons aux bénéficiaires, à nos frères et sœurs les plus démunis des villages, mais nous leur apportons cet appui pour leur permettre de développer des résiliences, en tout cas d'entreprendre des activités génératrices de revenus qui leur permettront à la fin du projet de continuer par vivre normalement. Et donc, ces accompagnements, on a dû revoir l'effectif des personnes qu'on doit rencontrer à la baisse pour respecter les mesures barrières, mais pour compléter, en tout cas, ou pour compléter ce que nous perdons en allant physiquement, nous développons des émissions radio et donc il y a les radios communautaires qui nous relaient dans l'information, l'éducation et la sensibilisation de la population. Et donc, on essaye de voir, c'est ça que nous faisons actuellement. On peut passer avec un petit groupe, on s'entretient, on donne tout ce qu'on pouvait donner à ce petit groupe en comptant sur le petit groupe qu'il fasse qui restitue aux autres. Mais on essaie de soutenir cette restitution avec des émissions radio pour que les gens, ceux qui n'ont pas pu à cause des mesures barrières participer à la rencontre, puissent avoir les vraies informations. On tient à ça. Mais si je prends par exemple les infrastructures, la réalisation des infrastructures socio-collectives de base, là, les choses se déroulent normalement parce que celui qui prend le marché en tout cas, prend des engagements pour réussir sa mission. Et ça, au sein de l'équipe, nous avons des spécialistes sauvegarde sociale et environnementale qui font des descentes sur le terrain pour s'assurer que les entreprises qui ont gagné les marchés ont recruté du personnel et que ce personnel sur les sites travaille en respectant les mesures barrières. Et quand ça ne se passe pas comme ça, ou c'est la communauté elle-même qui réagit, ou c'est une visite comme ça, de supervision qui constate et qui demande qu'on arrête. Parce que tant que les dispositions ne sont pas prises pour protéger les travailleurs et pour protéger également la communauté qui accueille, parce que c'est une communauté qui accueille des personnes étrangères, si les dispositions ne sont pas, toutes les conditions ne sont pas réunies du côté de l'entreprise, on suspend les travaux le temps qu'elles prennent les dispositions qu'il faut. Mais je peux dire que on a vécu très rarement cette situation. Je crois que tout le monde a été suffisamment conscient de la chose parce que à la signature des contrats, les discussions se font au niveau des antennes pour que l'entreprise n'amène pas la maladie au village et que l'entreprise ne ramène pas aussi la maladie chez elle. Oui. Alors donc ici, pour vous aujourd'hui, dans le cadre de vos actions de développement à la base, l'objectif surtout c'est d'atteindre vos objectifs, mais risque zéro. Oui, ça c'est la condition. C'est la condition. Quand vous sentez que vous avez une activité qui risque de mobiliser davantage malgré les dispositions que vous prenez, c'est de renoncer à votre activité, c'est tout. Vous annulez à la dernière minute, vous dites bon, on ne peut pas, et puis bon, les gens respectent,
le 1er mars, on a eu la journée africaine de l'alimentation scolaire. On était à l'EPP à Mekpe. La population était très enthousiaste de venir, mais on a dit c'est pas possible. C'est le comité des parents d'élèves, le comité de développement du village, la chefferie, et puis les élèves, voilà. Alors qu'il y avait des autorités qui avaient fait le déplacement. Et on dit non, c'est pas possible. Où on s'entend sur les chaises qui sont sous la patame, là, c'est ça seulement. Où on veut faire autre chose et l'activité va être annulée. Et je crois que les gens comprennent de plus en plus, les gens comprennent. Mais est-ce que cette manière de faire ne handicape pas un peu vos actions? Mais on n'a pas de choix, mon frère. On n'a pas de choix. Jusqu'à ce qu'on ait un remède contre le coronavirus, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Ce qu'il y a, nos activités se déroulent. Mais, j'ai dit, elles se déroulent dans le respect des mesures barrières. On ne peut plus aujourd'hui faire une assemblée villageoise où on rassemble tout le monde. Ce n'est pas possible. Quelles dispositions vous allez prendre pour que tout ce monde-là, les gens, comment l'appelle-t-on, se protègent et qu'ils respectent? C'est pas toujours évident. Hein. C'est pas toujours évident. Mais dans ce cas, comment vous arrivez aujourd'hui à mesurer l'atteinte de vos objectifs? Oui, vous voyez, dans les villages, on se repose suffisamment sur les comités qui sont là. Et donc, c'est autour de ces comités-là que l'essentiel du travail se fait. Autour de ces comités-là que le travail se fait. C'est vrai que ce que vous dites n'est pas assez intéressant parce que pour des actions qui doivent toucher toute une population, vous prenez seulement des représentants. Vous voyez un peu la restitution. Oui. Elle risque de ne pas être fidèle aussi. Elle risque de ne pas être fidèle, elle risque d'être biaisée et tout et tout. Mais bon, pour le moment, on fait avec et on prend d'autres dispositions. C'est pour ça que je disais tantôt que nous développons des synergies avec des radios pour que l'information qu'on aurait pu donner au cours d'une seule réunion communautaire, qu'elle puisse être reprise à plusieurs fois sur une radio pour qu'on s'assure que les choses se passent comme on le voudrait. Mais vous arrivez à avoir le feedback? Oui. Oui, parce qu'on a des numéros verts, 82 12. D'accord. Oui, on a un numéro vert. Donc, quand les gens ne sont pas satisfaits, les gens appellent. Et puis, nous avons une bonne représentation sur l'ensemble du territoire. Nous avons les antennes au niveau des régions, nous avons des représentants au niveau des préfectures. Et donc, certaines préfectures ont 3 ou 4 agents de l'ANADEB qui sont là. Et donc, ça fait que c'est beaucoup plus nous qui allons vers les populations, non que les populations viennent vers nous. Mais également, nous sommes des agents assez accessibles, nous pouvons le dire. Moi, des gens m'appellent, je ne les connais pas. Oui. Ah, madame, la dernière fois, des gens sont venus ici, et puis. Bon, voilà. Donc, quand les gens ne sont pas satisfaits, ils parlent, ils vont vers les... En tout cas, il y a en tout cas une bonne collaboration, je dirais, entre les communautés et les antennes. Ça, oui. On vient de faire une mission sur l'ensemble du territoire avec les maires. On a constaté dans certaines régions vraiment qu'il y a un taux de pénétration assez intéressant dans les communautés. Donc, les retours que vous avez nous édifient, nous alertent. Aujourd'hui, n'oublions pas que nous avons les communes qui sont là. Et donc, quand quelque chose ne se passe pas bien, et puis WhatsApp qui ne coûte pas grand-chose, les gens vous envoient des messages pour dire « Ah, la dernière fois, j'ai constaté que... » Vérifier et si il y a lieu corriger ça, s'il vous plaît. Et vous arrivez à pallier ces genres d'insuffisances qui vous sont relevées? C'est ça, coronavirus. Coronavirus nous a appris à travailler autrement. Aujourd'hui, vous n'allez plus vouloir écouter, s'assurer que si ou ça, mais dès que vous avez un retour, une interpellation, vous vous tournez vers vos équipes. Je me tourne vers les équipes qui sont là et on échange. Et quelquefois, c'est fondé, quelquefois, ce n'est pas fondé. Et donc, quand ce n'est pas fondé, moi, comme c'est à moi qu'on a adressé le message, je retourne l'information et dis, mais est-ce qu'on peut... Ou j'appelle maintenant la personne pour qu'on puisse discuter. Ah, la personne vous dira, ah non, c'est parce que j'ai appris, j'étais au village.
c'est surtout nous qui allons au village les week-ends, on revient, donc on attrape un bout de phrase quelque part, et puis bon, on vient, on amplifie, et voilà. Alors maintenant... Mais ça se passe bien, aujourd'hui. Ça se passe bien. Ouais. Alors maintenant, abordons le côté impact aujourd'hui. L'objectif de tout ça, justement, c'est d'impacter les populations, d'améliorer leurs conditions de vie et d'existence. Est-ce que on peut se dire que oui, la pandémie, elle est là, cet objectif, il reste notre objectif premier. Est-ce qu'on mesure, vous êtes capable aujourd'hui de mesurer des changements positifs dans la vie de vos bénéficiaires? Et même des changements négatifs. On a les deux. On a les deux. C'est vrai que comment l'appelle-t-on, la pandémie nous a fait développer d'autres réflexes. C'est avant, on se disait, telle fiche là, si on n'est pas là, les gens ne peuvent pas remplir. Qu'ils la remplissent comme ils l'entendent. Et ça, le retour, nous interpréterons le contenu à sa juste valeur, parce qu'on se dit, si la personne a répondu comme ça, ou si elle a rempli ici, si elle a coché, si elle n'a pas coché là, qu'est-ce que ça veut bien dire? Bien dire, oui. Voilà. Donc, on a beaucoup d'instruments aujourd'hui pour apprécier. Ce n'est pas seulement des informations par voie électronique, mais nous laissons aujourd'hui dans les communautés, quand on réalise une activité, il y a des documents qu'on laisse, des outils qu'on laisse pour que les gens puissent réagir en remplissant ces outils-là et que nous les collectons après. C'est vrai que ça donne encore plus de boulot, mais on n'a pas de choix que de procéder comme ça, parce que quand vous passez par une radio pour faire passer une information, une sensibilisation sur un thème donné, pour vous assurer du niveau de réceptivité de la population, vous êtes obligé de concevoir des petites fiches que vous laissez au niveau du comité de développement pour que les gens puissent dire leur niveau de satisfaction. Mais quand vous prenez, que vous constatez que peut-être à un niveau donné, les réponses ne sont pas, ou bien sont d'une nature donnée, ça vous indique pour dire est-ce qu'il faut reprendre, est-ce qu'il faut trouver une autre façon, et tout, voilà. Et il y a plus de positifs que de négatifs quand même. Oui, je pourrais dire aujourd'hui que il y a un élément qui a été assez important dans la mise en œuvre des projets de l'ANADEB. Je prends les transferts monétaires. Avant, on les payait manuellement. Donc, on a comme partenaire de paiement le Move Togo, la société de téléphonie mobile Move Togo. Mais aujourd'hui, on est passé à la digitalisation où les bénéficiaires reçoivent leur argent à partir de leur portable. Et donc, par flouze, donc ils reçoivent des messages flouze et puis vont prendre leur argent. Et la pandémie est arrivée quand nous avions déjà payé au moins 4 tranches sur les 8. Et donc, avec la pandémie, on a payé les 4 autres tranches. La difficulté maintenant, c'est que au lieu d'avoir les 61 000 ménages, nous peinons aujourd'hui à boucler 400 et quelques ménages, parce que vous voyez, certains ont perdu leur puce, certains sont partis parce que c'est la saison sèche, ils sont partis ailleurs pour chercher, pour travailler. Travailler parce que peut-être il y a de l'eau de l'autre côté, on est parti là-bas. Donc il y a de ces travailleurs saisonniers qui ont quitté leur village et donc ça bloque. Voilà. Mais quoi qu'on fasse, à partir du moment où les numéros sont là, ceux qui vont revenir, ils vont revenir pendant la saison des pluies. Et puis également, on est en train de travailler avec les comités de développement pour qu'ils puissent nous indiquer peut-être les zones, là où ces personnes-là sont parties, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui les contacte pour que ça puisse se passer. Mais le grand problème, c'est la perte des puces. La perte des puces, parce que... Et ça nous a donné d'autres idées pour dire si il faut continuer les transferts monétaires par voie digitale. Il faut penser déjà à la première tranche, mettre à la disposition des bénéficiaires des téléphones, ou bien qu'on trouve une autre stratégie carrément pour que les gens aient leur numéro et qu'on fasse le travail comme cela se doit. Oui, mais si vous avez un objectif de 61 000 ménages et qu'aujourd'hui c'est à peine 400, si le gars... Non,
400 qui ne sont pas encore payés. D'accord, oui, qui ne sont pas encore payés. Oui, avec la voie digitale. Oui, d'accord. Voilà. Nous, on a déjà dépassé. D'accord. Oui. Mais cette digitalisation, ça montre qu'on est dans des milieux où les gens ne sont pas forcément habitués à ces choses-là. Exactement, Oui. exactement. C'est l'autre défi. S'il faut continuer les transferts monétaires, surtout en zone rurale, il faut se donner le temps d'éduquer les gens sur l'utilisation des outils digitaux. Sinon, bon, quelquefois, c'est comment on l'appelle-t-on, le numéro, on a pris le numéro, on a mis dans le portable de papa. Donc l'information arrive et c'est papa qui gère. Après, la famille ne sait pas que papa a reçu l'argent. Voilà. Alors, il y a quand même une de vos activités qui sont les cantines scolaires. Ça, si je ne m'abuse, ça se porte très bien. Ah, ça, il n'y a pas. En tout cas, les enfants, ils doivent manger. Hein. Oui. Et les enfants, ils continuent de manger, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça se déroule bien. Ça se déroule bien. Oui. Avec la contribution des communautés, ça, il faut le féliciter. Au départ, on avait beaucoup de craintes, mais aujourd'hui, sur les 317 écoles, voilà, on est parti. On avait démarré avec 315, mais on est à 317 écoles parce que il y a d'autres communautés qui se sont mobilisées, qui nous ont forcé un peu la main. Oui. Qu'est-ce qu'on peut? On ne pouvait rien. Vous continuez de bénéficier de l'appui des partenaires pour la réalisation de ce projet? Oui, nous continuons de bénéficier de l'appui de la Banque mondiale pour le renforcement des capacités des mamans cantines, celles qui préparent leur formation et puis le déparasitage des enfants. La banque aujourd'hui, oui, on dira qu'elle ne donne plus l'argent pour le repas des enfants, mais la banque, elle l'a encore dans les cantines parce que donner à manger à l'enfant et ne pas veiller à une partie de sa santé où on sait que très souvent les enfants au cours primaire ont surtout en milieu rural, on a des difficultés, ils ont des problèmes avec les vers, des parasites. Donc, en tout cas, la banque a fait ce gros effort-là de rester sur cette action de déparasitage des enfants depuis l'année dernière, bien qu'elle ait arrêté son financement de la fourniture du repas, mais elle continue par, en tout cas, assurer la qualité de ce repas et également veiller à la bonne santé des enfants pour que ce qu'on recherche à travers les cantines puisse être réalisé. Donc, la banque, elle est là, moitié-moitié. Et donc, la fourniture des repas revient à la charge de l'État. C'est pour ça que nous avons commencé depuis 2 ans à expérimenter la contribution des parents. Et nous avons constaté cette année que, en tout cas, nous devons nous féliciter. Je félicite en premier plan la région maritime où il y a un très bon travail qui a été fait. Toutes les écoles de la région maritime, les gens ont donné leur contribution. Les gens ont donné. Et ça, c'est très bien. Les gens ont compris qu'il fallait. Et c'est aussi les populations ne sont pas restées comme ça et puis ont commencé par donner. C'est aussi l'appui des ressortissants de ces villages-là dans les villes. Et donc, c'est eux qui sont retournés pour parler à leurs parents, pour dire, mais bon, l'État dit, je n'ai pas suffisamment de ressources. Oui, il faut comprendre et il faut que chacun donne. Ce n'est pas seulement, on n'a pas dit de donner seulement l'argent. Vous arrivez, on est allé dans des écoles où c'était impressionnant. Vous avez plusieurs sacs de maïs. Et donc, au moins, on se dit pour ce qui concerne la pâte, vu qu'aujourd'hui, l'option aussi, c'est de manger local. C'est de manger local. Donc, on a la pâte qui est au menu. Donc, on mange la pâte. Et puis, si le maïs là est de trop, on pourra le vendre pour acheter peut-être le haricot ou autre chose. Oui. Donc, on a cette expérience-là qui marche bien et qui permet que les ressources qu'on mobilise au niveau de l'État nous aident à avancer, bien qu'elles ne soient pas suffisantes, mais ça nous permet de faire un petit bonhomme de chemin, espérant que l'État trouvera d'autres ressources pour nous aider. Et aujourd'hui, il y a un clin d'œil qui est en train d'être fait au privé dans notre pays, et où notre ministre se bat avec les privés, les sociétés privées, pour qu'elles apportent aussi leur contribution pour
cet investissement. Ça, il faut reconnaître que les cantines scolaires, c'est un investissement. Bien sûr. Mais c'est un investissement productif. C'est vrai qu'il n'est pas productif immédiatement, mais il est productif dans le temps. Il va nous épargner, bien sûr, les extrémismes, parce que c'est une grande action d'inclusion. C'est une grande action d'inclusion. Qu'un enfant au bout du Togo là-bas mange gratuitement, il se sent togolais. Oui. Il se sent togolais. Et qu'on vienne de déparasiter, c'est aussi togolais. Il se dirait, mais c'est parce que je suis togolais qu'on me le fait. Et donc, ça renforce son appartenance à la nation togolaise. Et également, ça permet aux parents d'avoir plus de ressources. Parce que, vous voyez, quand les enfants ne mangent pas à midi, c'est des économies que les parents font sur les rations alimentaires. Mais également, ils ont le temps pour s'occuper d'autres activités. Voilà. Et surtout, les femmes, elles sont très dégagées. Quand elles savent que quand elles partent, elles n'ont pas de soucis pour le midi, elles savent que son enfant mangera et elle ne va pas revenir le trouver affamé. Elle est plus tranquille dans ses activités. Merci beaucoup, Mazalo Katanga, d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes la directrice générale de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, l'ANADEB. Voilà, on va marquer maintenant la pause et puis on revient après le journal pour continuer avec Regard croisé.